Salut à tous, salut à toutes, c'est Julien, bienvenue sur The First Pitch, le podcast MLB de The Free Agent. Aujourd'hui, on se retrouve un peu comme la semaine dernière pour un nouveau conseil de classe. Et cette semaine, on va attaquer avec l'AL centrale. Et pour m'accompagner aujourd'hui, mon collègue, mon unique collègue à la machine à café tous les jours, j'ai nommé Jérémy, notre professeur d'EPS préféré. Comment tu vas, Jérémy? Bonjour, bonsoir. Écoute, Julien, merci beaucoup. Je vais très bien. Effectivement, on est un peu seul à la machine à café, mais je pense qu'on va avoir d'autres professeurs qui vont nous rejoindre durant cette intersaison pour des conseils de classe rythmés et endiablés. Ça Ouais, fait pas mal. exact. J'ai cru noter que certains professeurs avaient hâte de donner leur avis également sur des classes. Oui, mais effectivement. On va voir. Quelle saison de l'American League centrale? Quelle saison? On Ouais, va en quelle parler. saison? On va en parler. Et pour rappel, un petit peu les équipes de cette American League centrale, on a les Cleveland Guardians qui ont fini premier avec 92 victoires et 69 défaites. Suivent les Kansas City Royals avec 86 victoires, 76 défaites. Les Detroit Tigers avec 86 victoires, 76 défaites également, mais qui sont troisième au tiebreaker. Puis ensuite viennent les Minnesota Twins, 82 victoires, 80 défaites. Et enfin, les Chicago White Sox avec, accrochez-vous, 41 victoires, 121 défaites. On Nouveau va leur record. tirer les oreilles. Et ouais, le fond de la classe a été squatté par nos amis des White Sox et avec Profonde tristesse. ouais, de la plus belle des manières. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite avec les Guardians. Ouvrons ce conseil de classe, cher professeur. Ouais, un petit récap avant de la saison des 2024 des Guardians, qui, vous le savez sans doute, si vous suivez le podcast, c'est un peu mes chouchous, l'élève préféré, le chouchou du prof, celui qui fait des bêtises et qui est toujours pardonné. Allez-vous pardonner, cher professeur, certains points à améliorer des Guardians? Oui, On va le voir. avec eux, vous savez, j'en ai suivi des convenus, mais je me suis accroché à cet élève encore et encore. Enfin, écoute, moi je vais commencer. Les Guardians, et surtout ce que j'ai noté moi cette année, c'est qu'ils ont su rebondir de leur saison 2023 qui a été plutôt décevante. Ils ont bien tiré parti de leur talent, de leur profondeur d'effectif. Ils se sont imposés en fait comme une valeur assez dominante dans cette AL centrale, avec un bilan solide, 92-69, ce qui est vraiment plutôt pas mal. On pourra dire oui, on peut faire mieux, mais on verra que finalement c'est pas si mal dans cette AL centrale de faire cette perf. Donc titre de division et puis play-off par la suite, donc avec une bye week, on s'est retrouvé tout de suite en ALCS, dans laquelle ils ont affronté un rival de division, les Tigers. Un match qui a été un peu accroché, mais qu'ils ont su dominer. Et ensuite, ils ont retrouvé les Yankees et là, ça a été En autre chose. Championship Series, Ouais, effectivement. en Championship Series. Et malgré une bonne attaque, un Voit qui a su passer après tant de saisons, une décennie presque complète de Tito Francona, qui a fait du super bon travail pour sa première année. Et il a emmené cette équipe, mais je pense qu'il manquait qu'un petit quelque chose pour franchir cette ALCS et gagner contre les Yankees. Ouais, je pense qu'ils ont manqué de je pense que ça s'est joué au mental, voilà. Pour être franc, ça s'est joué au mental, ils y ont pas cru. Je pense qu'il y avait une place à jouer. Ils ont pas su saisir leur chance et ça, c'est bien dommage.
Enfin voilà. Moi, ce Belle que appréciation. ouais, c'est pas encore l'appréciation, mais voilà, un petit peu le résumé de leur saison. Moi, ce que je te propose, moi, c'est que tu me donnes tout de suite tes points positifs, pour les Cleveland Guardians sur cette saison 2024. Oui, tu as rappelé quelques points positifs, cher professeur principal, sur ces Guardians. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Donc, comme on l'a dit, nouveau manager, nouvelle vision de jeu. Donc, on a 11 saisons sous l'ère de Tito Francona, une première réussie pour Stephen Vogt, qui dès le début arrive au Championship Series. Franchement, bravo à lui, avec l'équipe qu'il a et les joueurs de talentueux qu'il a. Il a réussi à aller jusqu'à cette marche-là, sans hold-up, vraiment à la régulière. Vraiment bravo à lui. Ils sont pas loin vraiment passés du perfect. Alors, pour ceux qui ont joué à The Show, perfect, c'est quand on frappe au bon moment, au bon timing. Là, sur l'ensemble de la saison, ils ont été 6 mois au-dessus des 50% de victoire. Donc, mention spéciale pour le mois d'avril à 64% de victoire et le mois de mai, 68% pratiquement. Et le mois de septembre, dernier mois qui est souvent crucial, avec 60%. Et champion de la division centre. Rien que ça. J'aime bien après tout ce qui est aussi leur niaque. Ils ont su entretenir la rivalité et sur leurs deux principaux rivaux, donc les rivaux de division, les White Sox et les Twins. Taux de victoire écrasante, 61% de victoire contre les Sox et 77% contre Minnesota. Voilà, ils ont leur empreinte et ça c'est pas mal, c'est vraiment un truc positif pour eux. Une post-season quand même, ils ont su aller jusqu'au Championship Series. Ils ont su montrer une attitude très conquérante contre Détroit, une équipe jeune et très soudée. Ça fait vraiment plaisir à voir. Parlons des joueurs maintenant. Les joueurs, donc un quatuor offensif toujours efficace. Je vais bien sûr parler de José Ramirez, qui est pas loin, le club du 40-40. Steven Kwan, Josh Naylor et Andrés Jiménez. Donc Ramirez, il est leader de son équipe en home run. Il a fait 39 home runs, 118 points produits et 173 hits. Il y a Steven Kwan qui est pas trop loin derrière lui, avec une moyenne au bâton en leader à 29% et une présence sur base à pratiquement 37%. Voilà, Qui a c'est été quatuor. l'un des excuse-moi, mais qui a été l'un Oui, des leaders, pendant longtemps dans cette saison, ce qui serait exactement. un peu coupé par les blessures, ce qui était dommage. Ouais. Je te laisse poursuivre. On a sur la post-season, je ne sais pas si tu vas me rejoindre sur ça, cher professeur principal, une acquisition, je la mettrai quand même clutch avec Lane Thomas de Washington Nationals. 10 matchs joués, 2 home runs, 9 points produits, 7 buts sur balle et 34% de présence sur base. Pas mal quand même pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui joue une post-season. Ouais, Le je te pitching est rejoins. encourageant aussi, mais peut mieux faire. Donc avec les deux partants, Tyler Bibi et Ben Lively qui font une bonne saison régulière, un ratio positif en victoire. Et à la relève, un de mes closers favoris pour moi, qui est Emmanuel Clays, top 2 des closers MLB avec 47 sauvetages. C'est vraiment très très positif pour lui. J'adore ce closer. Tu vas peut-être en revenir sur l'évolution pour 2025, mais moi je voulais le remettre en point positif. Ce que j'ai relevé, c'est qu'on a des prospects, donc on en a 5 qui sont dans le top 100 du pipeline, et avec un deuxième base qui est Travis Bazana qui fait tourner les têtes, et Chase Delauter qui est très offensif, mais attention à la prévention des blessures. Et voilà, moi j'ai fini pour mes points positifs pour les Guardians, cher professeur principal Julien. Bah, écoute, je pense qu'on a les mêmes, hein. C'est pas je pense, même je suis certain. Moi, je rajouterais à ça, David Fry, Hmm. qui a été aussi, plutôt bon avec un OPS à 800. Et je rajouterais aussi, c'est le bullpen qui a été, très dominant avec, Hunter Gaddis, Gate Smith. Ils ont tous maintenu une ERA, sous les 2. Ce qui est quand même, très bonne performance. Clays, je ne peux être que d'accord avec toi. Non, enfin, juste les chiffres parlent pour lui. 47 sauvetages, une ERA à 0,61 en saison régulière. C'est juste impressionnant.
Ouais. José Ramirez, rien à dire, c'est comme d'habitude, c'est une saison, j'ai envie de dire, et je dis pas ça parce que c'est mon équipe, hein, mais une saison digne d'un MVP parce qu'on frôle encore les 40-40, même si Mmh. maintenant j'ai l'impression que le 40-40 a été banalisé, Oui. banalisé, en tout cas, mis au rang des performances moindres parce qu'on a un extraterrestre qui s'appelle Ohtani qui est allé, frôler avec, qui a fait le 50-50 et qui est allé quasiment frôler avec le 60-60. Bon, ça Donc reste quand voilà, même le 40-40 reste quand même une performance en soi, pas à la ouais, portée de tout le monde, hein, pas à la portée de n'importe quel joueur quand même, mais c'est vrai que exactement. c'est vrai qu'Ohtani a laissé ce club au rang de plus bas, quoi, voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les victoires, contre les adversaires de division, moi je retiens surtout, c'est que, sur toutes leurs matchs de division, ils sont à quasiment 60 de victoire. Mmh. Donc ils ont dominé, vraiment dominé cette division et cette place, elle est amplement méritée. Ouais. Maintenant, il faut qu'on passe aussi aux choses qui fâchent parce qu'on sait très bien que dans une saison, il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs et je te Mmh. laisse me donner, toi, les points négatifs. 2 points négatifs, peut-être que toi tu en as plusieurs. Moi je trouve Oui, que le pitching est beaucoup trop juste en saison et en post-season. Mais où sont passés les starters Mackenzie, Gavin Williams, Alex Cobb? Où sont-ils? Ils sont allés à la récréation, à la cantine avant? Je sais pas. Beaucoup trop juste et cela s'est fait sentir vraiment sur, le plus important pour une équipe de baseball, c'est la pré-saison. C'est là où tout se joue, c'est là où tous les efforts d'une année marathon, doivent être récompensés. Et ben, avec beaucoup de matchs, moi, j'ai trouvé, alors peut-être que c'est une stratégie de Stephen Bott, mais j'ai beaucoup trouvé de matchs en mode roller game, quoi. Donc voilà, pour moi, les partants qu'on a là, Mackenzie, Williams, Cobb, je les ai pas vus. Une non, dernière marche trop haute pour eux. Une Championship Series contre les Yankees qui promettait, mais comme évoqué plus haut, le pitching a été déterminant dans cette série. 20 inscrits, mais 29 pris. Voilà, le ratio négatif. On en parlait dans les podcasts, comme un manque de carburant dans le réservoir. Voilà, on a senti vraiment qu'ils étaient, comme disait Claudie Faucon dans Dick Neck, hein, ils sont au bout du rouleau, ils veulent mettre leur savate et terminer bonsoir. terminé, bonsoir. Voilà, Julien. Ouais, moi je rajouterais à ça, je suis d'accord avec toi, en l'inconsistance des lanceurs partants, c'était le gros souci. Je l'avais dit, dès le milieu de saison en fait, sur le podcast de bilan de saison, de mi-saison, ça allait être un problème. La blessure de Shane Bieber, elle a pas arrangé les choses. Tristan McKenzie avait super bien commencé, on l'a plus vu ensuite, ou alors à de rares occasions. Alors Gavin Williams, je vais tempérer un petit peu, mais c'est un jeune, il est en développement. Il n'a pas encore réussi à trouver un rythme de croisière. Sur la série éliminatoire, je suis d'accord avec toi. Et puis je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais moi je les ai vraiment sentis. C'était le syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression, Mm. une équipe qui n'y croyait pas. Et ils ont été donnés perdants de partout. Et voilà, ce qui s'est passé, se passera, c'est ils ont relevé la tête à un moment et puis après, dans le dur, ça n'a plus été. Et puis moi, je vais rajouter un point. C'est, alors malgré, tout ce qui est fait, c'est qu'il y a un petit déséquilibre dans l'attaque. Je pense notamment à Andrés Giménez, qui a une moyenne au bâton qui est de 252 et un OPS de 638. C'est un peu juste dans un effectif qui est assez complet, mais Giménez, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est encore un Gold Glove cette année, c'est super en défense et malheureusement, je trouve qu'il plombe un peu cette attaque. Voilà. Toi, tu donnerais quelle note aux Guardians? Ouais, tu m'as trouvé sévère la semaine dernière. Alors là, moi, mais quand même, les Guardians m'ont agréablement surpris, donc je mettrai à 1-. Voilà. Ne serait-ce pour le peu d'efforts qu'ils ont fait en Championship Series. Voilà. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, je te rejoins là-dessus. Sur le 1-, je suis tout à fait d'accord. Et tu aurais des conseils à leur donner, toi, pour cette saison 2025 à venir, cette off-season? Travailler sûrement le pitching et les starters. C'est ça qui a fait défaut. Sinon, l'attaque derrière, ça suit quand même, hein. Ils sont très très bons, hein.
Voilà, moi, Ouais, ce que je peux rajouter, c'est ça. Et après, par contre, ils ont des très bons prospects qui mûrissent et je pense qu'ils vont faire mal après en arrivant. ouais, je suis 100 d'accord avec toi. Pour moi, il faut renforcer la starting rotation, absolument. Il faudrait aussi peut-être apporter du punch dans l'alignement, un peu plus de puissance offensive. Ça pourrait être pas mal pour compenser, certains manques. Je parlais de Jiménez tout à l'heure, mais si on a quelqu'un qui frappe un peu plus et un peu plus régulièrement, ce serait pas mal. Et puis, comme tu dis, c'est se profiter de ce farm system qui est classé dans le top 5. Travis Bazzana, on en a parlé, mais ça m'étonnerait qu'il arrive l'année prochaine. Mais ceci dit, cette force de frappe et cette régularité, peut-être on va la retrouver chez lui. Mais on a encore un Chase Delauter qui aussi, dans l'outfield, va sans doute apporter des choses. Voilà, peut-être renforcer aussi sans doute le poste de catcher, mais après je ne vais pas détailler. Pour moi, l'appréciation que je mettrais, c'est une équipe qui est sérieuse, qui a su rebondir, mais il manque encore un peu de régularité et surtout d'y croire, de croire en leur potentiel. Donc je dirais, c'est un premier de classe sérieux, motivé, avec un parcours solide. Il doit cependant croire en ses chances pour progresser en play-off. Voilà, qu'est-ce que tu en penses pour ce bulletin? Ah bah, très bien, hein, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, une très bonne surprise pour le parcours en saison régulière et en post-season. Quelques petits réglages à faire pour la saison prochaine. Voilà avec eux. Eh bien, passons à l'élève suivant, les Kansas City Royals. Alors, Oui, Kansas City, nous voilà. et donc les Royals, eux, ils ont réalisé une saison impressionnante, surtout avec une progression impressionnante. 30 victoires par rapport à 2023. Ils ont atteint enfin les playoffs pour la première fois depuis 2015 avec un bilan de 86-76. L'équipe, elle a montré un potentiel énorme, solide, sous l'impulsion d'une future star. Et si ce n'est pas déjà, troisième au vote, il sera au moins dans le top 3 des votes MVP, vu qu'il est finaliste. Bobby Witt Jr., la rotation des lanceurs renforcée. Je trouve que ça a été dans cette AL ceux qui ont plus vraiment été allés chatouiller les Yankees en ALDS. Le chemin s'est arrêté en ALDS, mais très bonne saison et vraiment bravo. Toi, tes points positifs? Pour les Royals, on va continuer sur notre élève modèle, hein, et c'est la base, la pierre angulaire du futur des Royals. Bobby Witt Jr., top 4 joueur MLB. Le leader MLB des matchs joués, il a joué 161 matchs. Donc il a joué euh, un match de moins que les matchs prévus en saison régulière qui sont de 162. Leader de la ligue en hits avec 211 hits. Il a été donc All-Star, Gold Globe. Et là, récemment, il y a un article qui est sorti du four il y a quelques minutes. Silver Slugger. Pour rappel, Bobby Witt, il a un contrat de 11 ans et 288 millions de dollars. Voilà, ils montrent que les Royals vont construire cette équipe autour de Bobby Witt Jr. Et ça, voilà, c'est quelque chose de positif et il a montré cette année voilà, qu'il pouvait compter sur lui. Un retour en playoff après 9 ans de disette, une seconde saison du manager Mark Quattraro et une qualif en wildcard. Ils ont sweepé Baltimore chez eux. C'était quand même une grande première. Et une qualif en Division Series. Ils ont su bien se remettre au travail suite à une année 2023 qui a été cauchemardesque et très faible. Et ils en parlent à chaque fois dans leur victoire, enfin dans la pré-saison. On l'a vu lors des interviews. Bon début de saison et de milieu de saison, avec un avril et un mois de mai positif à 60% de victoire, et juillet-août à 56% de victoire en moyenne. Ce qui est positif dans cette équipe aussi, c'est qu'on a des joueurs et des distinctions défensives. Un catcher, Salvador Pérez, vous le croyez ou pas, pour moi, je pense qu'il est sous les radars, mais il est tellement efficace, on le voit à chaque fois. Et vous voyez le nombre de distinctions qu'il a chaque année,
et dans sa carrière. Ça montre que c'est un joueur qui a une très très grande vocation. Non, mais clairement, pour moi, c'est l'un des meilleurs catcheurs du jeu. Voilà. Oui. Oui. Et depuis des années. Mais tu vois, on n'en parle pas vraiment comme, Il est chez certains Royals, catcheurs, hein. tu vois. Voilà. Et Bobby Witt, voilà, qui rafle aussi, voilà, comme on l'a dit, All-Star Game, Gold Glove, Silver Slugger. Une base solide au poste clé en infield, première base, troisième base, shortstop, donc arrêt court et catcher. Ces postes offensivement ont les meilleurs stats en attaque. Ça, c'est très très bien. Des partants solides. Seth Lugo, Brady Singer, Cole Ragans. Tu vas peut-être me contester. Bon, en saison, Michael Wacha, ils ont réalisé quand même une saison régulière correcte. Et ils ont tous un erreur en dessous des 3. Et Cole Ragans, il a 223 strikeouts pour 186 manches lancées. Vraiment, vraiment bien. Et des prospects en outfield prometteurs, Gavin Cross et Javier Vaz, qui sont MLB ready pour l'année prochaine. Et en double A, ils ont fait de belles choses à suivre pour le spring training, mon cher Julien. Écoute, moi, sur tes points positifs, rien à rajouter. Je suis d'accord avec toi. Michael Wacha, on peut le rajouter. Non, mais c'est Qu'il a vrai que prolongé. voilà. Et je voulais en venir à ça, mais ils ont réussi à le prolonger, à renforcer. Seth Lugo, pareil. Ragans, sa performance contre les Yankees, je pense qu'elle a époustouflé tout le monde et ça montre qu'il est capable il est capable. Non, très bien. J'ai rien vraiment, j'ai rien ajouté. Je rajouterais peut-être Freddie Fermin qui peut soulager Salvador Pérez dans la rotation. Ça, c'est un plus parce que Salvador Pérez, oui, je viens de le dire, c'est l'un des meilleurs catcheurs, mais il est plus tout jeune et on sait que le poste de catcheur, c'est un poste très physique. Donc, au bout d'un moment, si on peut le soulager, Pérez avec Firmin, c'est parfait et rien à ajouter sur les points positifs. Je te propose, moi, de me donner tout de suite tes points négatifs. Ouais. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Bon, ils n'ont pas pu concrétiser en Division Series. Décevant pour les Royals, qui avaient montré de jolies choses en saison et en wildcard. Ce que j'ai pu relever, c'est les leaders offensifs muets. Voilà. Et du côté du pitching également. Voilà, peut-être pareil, manque de carburant. Les Yankees, pas forcément simple à jouer aussi, on est d'accord. Un outfield trop juste, offensivement absent dans le champ extérieur. Ça va devoir se reprendre l'année prochaine. Malgré l'acquisition, je pense, il a voyagé au travers des États-Unis, lui, beaucoup. Tommy Pham. Voilà, cela Oh ne là fera là, pas tout. Wait and il en a see, fait comme des on dit. équipes. Voilà, il en a fait. Et le côté extra-sportif, qui est en demi-teinte avec le projet de stade en centre-ville, qui devrait être réglé là, durant la off-season. Et même, j'ai entendu dire que ça devrait être réglé soit au mois de novembre, soit au mois de décembre. Il doit prendre une décision pour ce stade. Ouais, mais Donc, c'est toujours peut-être un compliqué à impact Kansas. négatif, ouais, qui sera à prévoir si cela n'aboutit pas. C'est ça surtout. Voilà. Ouais, exactement. Moi, pour les points négatifs, c'est ce que tu dis, la profondeur d'alignement, quoi qu'il arrive, ça rejoint aussi ça. C'est parce que derrière Witt, Pasquantino et Pérez, il y a plus grand monde. Il y a eu les bonnes acquisitions. Femme, en effet, c'est pas une mauvaise acquisition, Femme, mais le problème, c'est que il cherche de la stabilité, ce joueur. C'est comme Paul de Jong, que je trouve très bon. Et si tu veux, dans les utility players, je pense que c'est l'un des top 3 des utility players, avec Kike Hernandez et Paul de Jong et je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, au Padres, j'ai perdu son nom, mais c'est pas grave. Enfin voilà, c'est l'un des meilleurs. Et mais c'est pas des joueurs voilà, sur lesquels on peut compter dans la durée, je pense, parce que c'est pas des contrats. Bon, ça, on verra ça après, mais c'est pas très grave là-dessus. Mais voilà, il faut, je pense, apporter un peu plus de soutien à cet alignement, un lead-off, un vrai lead-off. Parce que je pense pas qu'il faille mettre Bobby Witt en lead-off. Il faudrait le mettre autre part. En cleaner. Ouais, ou en 3. Ouais, il court vite. Donc, mais peut-être pas en lead-off. Bon, bref. C'est juste le gros point, moi, dans les améliorations, dans les points négatifs. Dans les points négatifs, c'est ça, c'est cette profondeur d'alignement et les limites en certains postes, comme tu disais, l'outfield.
Voilà, c'est pas moi, c'est mes points négatifs. Je te rejoins du coup et Mmh. du coup, qu'est-ce que tu verrais toi? Qu'est-ce que tu leur mets comme note déjà? Alors moi, je leur mets un B+, voilà. C'était un très bon élément cette saison, montrant de la rigueur et de la ténacité dans cette course folle en fin de saison, parce que ça a été une course folle dans cette division. Un élément qui a su se remotiver après des années de fond de classe. Voilà, B+, encourageant. Ouais, je suis assez d'accord, je suis d'accord sur le B. J'aurais pas mis plus, j'aurais mis un bon B parce que la fin de saison, ça a été quand même un peu catastrophique. Mmh. Il y a eu une période où ils ont perdu 8 matchs de suite, on a cru qu'ils allaient pas faire les playoffs, enfin c'était franchement, heureux j'ai envie de dire qu'il y a eu pire qu'eux et ça a un peu, joué en leur faveur. Mais c'était quand même chaud. Exactement. Mmh. Tu donc moi je reste si tu es d'accord, moi je leur mettrais B. Allez, un B. Un B. Et comme amélioration, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ouais, l'amélioration, sachant qu'ils vont bâtir leur équipe autour de leur shortstop, voilà, trouver peut-être un ou 2 éléments en outfield qui montreraient une qualité défensive et aussi offensive, pour toute une saison. Mais derrière, il va falloir aussi, sur le côté profondeur, la relève et les partants, travailler plus. Ouais, moi je pense qu'en amélioration, ouais, je proposerais de ouais, un peu plus, étoffer leur, pitching staff, que Mmh. ce soit en starter, que ce soit en À peut-être la un peu moins le relève. bullpen, mais surtout Mmh. le releveur, enfin en releveur, ouais et au poste de closer, Herseg, il a montré de bonnes choses, mais il faut le soutenir avec un bon bullpen, je pense. Mmh. Ce qui peut l'aider à dans les saisons à venir, à peut-être, gagner en confiance et en régularité et devenir un bien meilleur closer. Et après, je suis comme toi, la défense en champ extérieur, il faut absolument faire quelque chose. S'il y a des possibilités dans le marché là actuellement, sur la free agency donc parce qu'on y reviendra, mais ils peuvent pas, trop chercher à trader, surtout qu'ils ont pas grand-chose en fait, en monnaie d'échange, donc ça c'est compliqué et cette solution, elle pourrait aussi consolider, ce que je disais, le lead-off, avec un batteur puissant et si en même temps il peut faire un peu le taf en comment? En défense. En défense, ça serait bien, tu vois? Je pense à un mec genre, Teoscar Hernandez ou comme ça qui reste dans leur gamme de prix et qui peut être pas mal. Donc voilà, pour moi, ça, c'est des améliorations et puis, bon, pour la suite, leur farm system, pardon, c'est pas des plus mirobolants, 25e au classement. Je vais pas revenir dessus, il y a peut-être un ou 2 joueurs qui sont déjà prêts, mais après, tu les as présentés donc Mmh. je vais pas revenir dessus donc moi, leur appréciation, il y a une nette amélioration. Ils se sont battus jusqu'au bout malgré des trous d'air, quand même en fin de saison, qui ont un peu fait peur, mais ils ont montré une bonne résilience. Donc je dirais que c'est un élève méritant qui a montré une belle progression. Il y a un manque il y a des lacunes à combler, mais je les encourage et ils ont tous nos encouragements à poursuivre dans cette voie. Voilà pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Très l'appréciation bien. est juste. Oui. Oui, oui. Et ben dans ce cas-là, si Parfait. tu le veux bien, on va passer à nos amis de Détroit, de Motor City. Motor City, exactement. Ouais. Et les Detroit Tigers, surprenante saison. Je pense que ça a été l'un de nos chouchous. On l'avait dit pendant la présentation des playoffs, hein, avec les Mets. Bah, c'est une saison, qui est marquée par déjà l'empreinte de Eddie Inch, et puis celle aussi en coulisses de Scott Harris, président des opérations baseball, qui ont su mettre en place une équipe jeune, avec des joueurs comme Parker Meadows, Cole Keith, Tares Skubal. Bref, une équipe qui tout doucement, sans faire de bruit,
s'est imposé, tout au long de la saison et qui a fini avec, sur la période, si je dis pas de bêtises, c'est juin jusqu'à la fin de la saison avec le meilleur bilan de toute la Mmh. ligue. Mmh. Qu'ils ont fini en trombe, une équipe, qui est arrivée en play-off avec une dynamique, impressionnante, qui s'est imposée, au premier tour, si je ne dis pas de bêtises, contre les Astros. Les Astros, oui, pardon. Exact, ça me venait plus. Les Astros, comme quoi ils ont été hyper dominants dans cette série parce que si on se rappelle plus du perdant, ça veut dire que le perdant n'était pas au niveau ou alors qu'ils étaient au-dessus. Désolé messieurs les Astros et les fans des Astros et Dieu sait que j'aime les Astros. Voilà, ça a été une équipe, une très belle surprise, un vent de fraîcheur avec un jeu très différent et très, je dirais, à l'encontre des standards actuels. Ils ont prôné le petit jeu, c'était beau à voir, prôné la défense et le petit jeu, du vrai baseball comme on aime. Moi, voilà, pour moi, c'était, la belle surprise, de cette année. Maintenant, il faut passer aux notes et moi, je te laisse, me dire, les points positifs de cet élève, Tigers. Ce que j'ai apprécié avec les Detroit Tigers, c'est la fin de saison palpitante. Une équipe qui a été résiliente, qui a su, au pied du mur, elle a su se relancer après la Midsummer Classic, donc après le All-Star Game, vu qu'elle est venue taper plus de 60% de victoires sur la seconde partie de saison. Et permettre à cette équipe de décrocher un ticket pour les wildcards, avec une post-season vraiment très encourageante. Sachant qu'ils ont remporté, donc, comme tu l'as dit, les wildcards contre les Astros au Minute Maid Park à Houston, au Texas. Rien que ça. Déjà, ils ont balayé le champion de la Ligue American West d'un beau revers de la main. Vraiment, vraiment, ils m'ont impressionné là, sur cette série-là. Et on ne peut pas non plus ne pas revenir sur le roi Escobar, qui avait déjà annoncé la couleur l'an dernier sur son intention de marquer les esprits dans la Ligue. Leader en victoire, en ERA et en strikeout. Et vous obtenez quoi? La triple couronne de l'American League. Longue vie au roi Scobal. Voilà pour le positif. Et je suis d'accord avec toi, hein. C'est surtout cette équipe jeune, moi, que j'ai noté dans les points positifs, hein, La jeunesse. la jeunesse, et puis les bons trades qui ont été faits parce qu'ils ont tradé, Jack Flaherty pour récupérer, Trey Sweeney et Trey Sweeney, il a quand même un bon apport au poste de shortstop pour, pour finir la saison et surtout remplacer, Ravi Baez. Hmm. Et d'ailleurs, depuis ce changement, c'est là où ça a marqué le renouveau de la saison des Tigers qui n'ont plus fini de gagner. Moi, c'est le gros point positif. Après, pour le reste, je ne peux être que d'accord avec toi. De toute façon, et c'est difficile de dire que Tarik Skubal n'est pas un point positif dans cette équipe. Bien sûr. Mais est-ce que tu crois qu'associé avec. Parce que moi, là, ça va être la partie pas négative, mais améliorée. Est-ce que tu crois que le duo Flaherty et Scobal aurait permis peut-être d'avancer plus loin dans la post-season? Est-ce qu'il serait parti un peu trop tôt? Sachant que Flaherty, il a gagné une bague, là. Voilà. Je vais faire vite Hmm. parce qu'il faut qu'on avance, mais je dirais que Flaherty, moi, de toute façon, Flaherty, il y a 2 Flaherty. Il y a le Flaherty, qu'on a eu en début de saison avec Détroit qui était très, très, très fort, vraiment, avec, des stats, un ton au-dessus de celles qu'il a eues, aux Dodgers. Et puis il y a le Flaherty des Dodgers qui fait un bon match et un mauvais, un bon match, un mauvais, qui était sur courant alternatif. Donc voilà. Si, en effet, il avait continué comme ça, pourquoi pas? Oui, mais de toute façon, il fallait quelqu'un à ce poste de shortstop parce que Ravi Baez, n'y est plus depuis les Mets. Il a été récupéré un gros contrat, chez les Tigers. Les Tigers, là, ça les bloque quand même pas mal et il faut trouver des solutions. Hmm. Si on n'avait pas tradé Flaherty, on n'aurait pas eu Sweeney, on n'aurait eu personne à ce poste de shortstop. Donc voilà. Mais oui, allez, on va dire que dans le meilleur des cas, il récupère Sweeney, et il se passe ce qui se passe et Flaherty reste. Oui, il pouvait rester plus loin, je pense. Il pouvait espérer peut-être aller plus loin. Mais bon,
Palarti a gagné une bague. Voilà. Ça- Tant mieux pour lui, Tant mieux pour lui. vraiment. Mais Ouais. c'est le jeu, hein, voilà. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui sont dans le bon wagon au bon moment. Voilà. Ok, Les points négatifs, ouais, écoute, ben, on va revenir sur le cas Javier Baez, hein, El Mago, inexistant cette saison et pourtant le plus gros pourcentage de la masse salariale des Tigers, miné par les blessures. C'est bien triste de voir un joueur tomber, alors c'est dur ce que je vais dire, tomber dans l'oubli collectif. Mais peut-être qu'il pourra tenter une nouvelle aventure ailleurs, puisque apparemment j'ai vu que l'option de départ était valable en 2025. Voilà. Est-ce qu'il va se reprendre ailleurs? Est-ce que... Je sais pas. il est Voilà. fortement sur le déclin, ça va être compliqué pour lui, Ouais, je pense. ouais, c'est dur de voir ça. C'est pour ça. Ouais. Mm. Écoute, moi, voilà les points négatifs, mais voilà, mis à part après la défaite qu'ils ont eu en post-season, après derrière, ben, je ne peux que relever ça. Franchement, pour une équipe, ils reviennent de loin sur les années où on les voyait ramer en fond de classe. Là, ça a donné un gros vent de fraîcheur et franchement, je veux pas les plomber dans trop de points négatifs. Voilà, pour moi, Non, mais c'est pas. c'est Moi, je suis voilà. d'accord, hein. Enfin, je suis d'accord. Si moi je dois dire des points négatifs, c'est surtout l'offensive un peu limitée, mais en même temps, c'était leur jeu, donc c'était compliqué de Mm. faire autrement. Parce que c'est l'équipe qui a été, qui est le leader en triple de toute la MLB. Ça montre aussi que, bah, tu vois, ils ont su aller chercher les corners dans l'outfield pour aller gagner du jeu. Ils ont eu un jeu plutôt efficace. C'est une ligue qui demande beaucoup en termes de puissance, et cetera, où on aime voir la puissance, mais ce jeu fonctionne. Donc, aller dire que c'est un point négatif, je dirais pas vraiment dire ça, mais il faudrait peut-être des fois, de temps en temps, un peu plus de puissance. Mais franchement, c'est un petit point négatif, j'ai envie de dire. Mm. Par contre, un point négatif qui est plutôt un point d'amélioration, c'est d'avoir un peu plus de soutien au starting, à la rotation des starters, au pitching, parce que finalement, c'est trop Skubal dépendant et après, souvent, c'est du bullpen game et il faudrait peut-être consolider tout ça. Et ça rejoint un peu ta réflexion tout à l'heure. Avec Flaherty, ça pouvait peut-être aller plus loin. Donc voilà, pour moi, Ouais. c'est les points négatifs. Tu, tu donnerais quoi comme note, toi, du coup? Moi, j'aime bien encourager ces équipes qui étaient au fond et qui ont tout fait pour revenir devant. Moi, ça serait le B. Voilà, un B. Ouais, et ben moi, pour le coup, j'irais sur un B+, tu vois. Sur un Ah B+, bah, parce j'ai pas osé le dire. J'avais noté B+ sur sur ma feuille de. non, non, mais pour moi, c'est un B+, parce que tu Voilà. vois, ils ont montré des choses, bah, ils ont été rafraîchissants, le jeu court. Moi, j'ai bien aimé ce petit jeu, j'ai aimé le jeu en défensif. Ça m'a plu. C'est du baseball Et comme surtout, j'aime. c'est une équipe où, alors, tous les joueurs de baseball pour moi sont des athlètes de haut niveau hors norme, hein. Mais c'est pour une équipe qui n'a pas de Même gros Pablo noms, Sandoval? voilà, pas de gros noms pour ce qu'ils ont fait là, franchement, incroyable. Donc ouais, le B+ est largement mérité. Même Mm. Vogelbach en athlète? Ah, c'est mon préféré. Surtout sa chanson du Walking est incroyable. Pour rappel, c'est Milkshake, hein, sa chanson Oh hein, là là, d'entrée. ouais. Bref, on y reviendra assez vite, dans les épisodes à venir. Des améliorations pour toi? Qu'est-ce qu'on a? Sauver le soldat Baez, voilà. Ouais, moi je pense que, tu vois, dans les conseils que je leur donnerais, c'est plutôt de ne pas trop s'en faire et voilà, Mmh. c'est un caillou dans la chaussure. Personne va en vouloir, va falloir, ça va être dommage, mais sans doute le mettre sur DFA, je sais pas, je pense que ça va être une solution à un moment. Et puis le gros point, c'est vraiment, il faut qu'ils arrivent à consolider leur starting rotation, en tout cas à Ouais. épauler Skubal et changer trop rien après sur le reste, vraiment changer rien. Pour moi, Mmh. changer rien, épauler Skubal, et garder cette dynamique et ce sera parfait. Et puis surtout qu'ils peuvent l'épauler en interne parce qu'ils ont Jackson Job
qui a fait son entrée en fin de saison pour les playoffs, qui est un lanceur qui a été plutôt utilisé en releveur, mais qui est un lanceur, un starter et Ouais. qui arrive et qui montre de belles choses. Le lancer dans le grand bain en post-season, je ne sais pas si c'était l'idée du siècle, parce qu'il y en a que ça a explosé. Mais c'est pas mal. Et puis derrière, ils ont Mark Clark, qui est un outfielder qui montre de bonnes choses. Kevin McGonigal en shortstop, qui peut justement faire oublier un peu Javier Baez et le lancer tout doucement derrière Sweeney. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Mm. Farm System classé dans les classements qui est 6e, 6-7. Voilà, je pense que ça peut être. Ça montre de bonnes choses. Donc à continuer comme ça. Et j'en viens, moi, à l'appréciation. Je sais, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais je Vas-y. pense que c'est une équipe talentueuse, de jeunes talents. Ils ont insufflé quelque chose d'intéressant cette année. Donc pour moi, les efforts sont là avec une jeune garde prometteuse. Doit viser plus de constance et travailler sur ses faiblesses pour faire la différence. Voilà pour moi. Les efforts se sont montrés payants. À poursuivre. Voilà. Très bien. Allez, on signe et on passe aux prochains Euh, élèves. Oh, pardon, aux 2 prochains élèves, vu que c'est des jumeaux. Les et oui, Minnesota Twins. eh oui, les Twins du Minnesota. Euh, une Ouais, équipe pas qualifiée. Et pas pourtant, qualifié. 50% de victoire. Plus de Un 50% bilan, de victoire. Un un, bilan un, positif. un bilan Voilà. positif. Eh oui. Alors les Twins, ils ont connu une saison plutôt l'une des plus décevantes de leur histoire parce que la fin de parcours, elle a été désastreuse avec un enchaînement de défaites incroyable, alors qu'ils étaient plutôt bien partis au début de saison et au milieu de saison étaient largement, ils étaient dans les temps de passage pour accrocher les playoffs. Et puis ils ont terminé sur une série à 12 victoires, 27 défaites sur les 39 derniers matchs. Voilà, pas de post-season, donc place directement à la off-season, gérer leur effectif, gérer les points à travailler. Voilà. Il y a eu beaucoup d'erreurs, un manque de constance, je trouve, sur cette équipe. Pas Ouais. grand-chose à dire. Heu, Mm. malheureusement à dire, ça a été une de ces équipes où si tu étais pas fan, en fait, tu suivais pas trop leurs résultats. Ouais. Bref. C'est ça, clairement. Mmh. Alors que pourtant, je me dis, quand je regarde les matchs MLB, waouh, ouais, il y a les Twins qui jouent, sympa et tout. Et là, cette année, bon, ok, on va trouver mieux. On va aller supporter peut-être d'autres équipes. Malgré tout, si je peux me permettre, j'ai des points positifs quand même, hein, pour cette équipe-là. Vas-y, vas-y. Avec Carlos Santana et Correa. Santana, Gold Glove, Correa, All-Star, mais ça, c'est juste avant le drame, bien sûr. Une saison gérée pour le mieux. Voilà, quasiment toute la saison dans le positif, à 50% de victoire quand même, hein. Ce qu'on a noté, c'est donc le remplacement d'arrêt court efficace en la personne de Willy Castro, qui a été suppléant de Correa. Mmh. Et il a su être dominant pour son équipe. Ça, c'est vraiment le point positif. Un enclos de releveur encourageant, et toujours avec son closer, Johan Durand, 23 sauvetages et un pourcentage de sauvetage à 92% réussi. Voilà pour le positif. Certes Mmh. court, mais positif. Ouais, moi j'ajouterais, Byron Buxton Oui, qui a ouais. fait ouais, mais c'est la légende des Twins, hein. Oui, bah oui, oui. Mais Correa bon, aussi, c'est une légende des Twins, Correa. Ouais, mais bon, juste. ceci dit, 102 matchs, c'est son plus haut total depuis 2017. Ouais. Donc il a été présent. Il a été présent. Heu, moi, je le mets dans les points positifs. J'ai du mal avec ce joueur. Même dans The Show, j'ai du mal avec ce joueur à taper avec lui. David Festa aussi, je le mets en positif, lanceur droitier qui a montré de bonnes choses, c'est un truc plutôt prometteur. Et après, je suis d'accord avec toi, Carlos Santana, de toute façon, c'est une référence à la guitare. Pardon, heu, c'était tellement facile. Non, non, c'est un bon ajout, une bonne contribution à l'équipe. Il a apporté vraiment beaucoup
en attaque et en défense en première base aussi. Ça a été vraiment, Un Gold ça a Glove, hein, donc ouais, ça a forcément, été il est là. vraiment c'est Mmh. un très bon ajout, un Mmh. très bon ajout. Correa, on reviendra dessus plus tard, mais Mmh. ouais, je suis d'accord avec toi, bonne saison. Ouais. Et dans les points négatifs? Bah, on l'a dit au début, hein, un mois de septembre à oublier. Dans ce sport qui marathon, hein, qu'est le baseball, les Twins, je pense qu'ils ont oublié qu'il existait un mois de septembre. Pour eux, la saison, elle s'est arrêtée le 31 août, à mon avis. Et bien souvent, le mois de septembre est un mois juge de paix. Qu'il en soit ainsi pour les Twins, hein, 30% de victoire. Voilà, la saison s'est terminée là. Off-season, vacances. On regarde à la télé ses petits copains et ses collègues. Ou alors on part en vacances directement. Voilà, le mois de septembre pour eux. Ouais. Une masse salariale qui n'est pas optimisée du tout aussi. Des Et non. blessures récurrentes sur des gros noms. Carlos Correa, premier du nom, en est le parfait exemple avec 86 matchs joués cette saison. Une blessure et tout s'effondre. Il touche quand même 37 millions par an. On continue avec Pablo Lopez, 21 millions 7, certes meilleur starter de son équipe, mais bon, on s'attendait à mieux de sa part quand même hein, sur ça. Christian Vasquez, pourtant, que j'adorais à l'époque quand il jouait à Boston, 10 millions par an. Là, bah écoutez, voilà, franchement, pas top top quoi. 96 matchs joués. Bien, je pense qu'il joue en DH, bah, c'est un peu cher, hein, et peu productif surtout. Mmh. Et Byron Buxton, pour moi, bah, voilà, c'est 15 millions par an, blessé aussi cette saison. Bref, des joueurs chers en salaire et qui manquent d'efficacité. Et pareil, au niveau des partants, beaucoup trop juste. Beaucoup trop juste pour une équipe comme les Twins. Offensivement non plus, pas au niveau. Pas un joueur au-dessus des 300, enfin des 30%. Si, allez, Correa, mais sur 86 matchs. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Hein. Une équipe qui a des gros noms avec des qualités offensives individuelles reconnues. Franchement, les Twins, ils doivent faire table rase de cette saison sans. Voilà. Mmh. Je suis d'accord avec toi et puis, enfin, j'ai envie de dire, ils ont pris un mois d'avance sur leur calendrier habituel parce que généralement la fin de saison, s'arrête souvent au premier tour des playoffs. Donc là, ils ont préféré, ils se Oui, ils sont sont dit dit, quitte à ouais. s'arrêter, prendre les vacances un peu plus tôt. Ouais. Non, je suis des points négatifs, moi, j'ai vraiment rien à ajouter, c'est ça, je suis 100 d'accord avec toi. Toi, tu leur mettrais quelle note? Un C-, voire même Ouais, D. Ouais. Mais C-, parce que le C-, pourquoi? C, parce qu'ils ont quand même fait un bilan positif en victoire. c'est ça, je suis d'accord avec toi sur le C-. C'est un bilan Ouais. positif en victoire, Ouais. le moins, c'est juste leur fin de saison qui est, atroce et qui est indigne d'une équipe, qui cherche les playoffs, quoi. Pour moi, c'est Mais tu voilà. t'imagines juste, et what if, comme ils aiment bien aux États-Unis, s'ils avaient fait un mois de septembre juste à 50%, on aurait peut-être eu une division centrale à 4 qualifiés, Ouais, non? parce qu'ils auraient été au-dessus. Moi, je pense qu'ils auraient été au-dessus des Orioles. Mm, Enfin, ils auraient, peut-être pas au-dessus des Orioles, en fait, non, parce que les mm, Orioles avaient un gros truc, mais oui. Mm. en tout cas, ils auraient pu, ça aurait été très chaud et ouais, je pense que ça aurait pu le faire. Mais bon, Ça ce n'est aurait pu pas le faire. arrivé. Mais c'est pourtant dommage. Mais Non, mais Kansas City, c'est la même chose, hein, on en ouais, reparle, mais si Kansas City aussi avait fait une bonne fin de saison, je pense ouais. qu'eux, par contre, pouvaient passer au-dessus des Orioles et dans Mm, ce cas-là, ça pouvait être très compliqué. mm. Mais bon, voilà, What if, what que... if. Après, pour l'amélioration, je pense que toi, c'est surtout, gérer un peu mieux, leur, Bah, leur gérer leur masse effectif, salariale, ouais, leur masse voilà, salariale. les noms, quoi. Et puis Ouais, peut-être un coaching, enfin un medical staff, peut-être un peu, je sais pas, peut-être mieux, je sais pas, c'est peut-être la faute. ouais, je suis bientôt diplômé, ils vont pouvoir, Tu m'appliquer. vas pouvoir Heu, aller chez les Twins qui, rappelons-le, peut-être historiquement, a quelques bastions français il y a fort longtemps dans le mmh, Minnesota. Voilà, donc peut-être exact. que. Moi, Ouais. pour moi, dans les axes d'amélioration, enfin, c'est comme toi, c'est la gestion de la masse salariale, c'est la gestion du cas, Correa. Qu'est-ce qu'on va en faire? On sait que la franchise a été, la famille, Pollard, après 40 ans l'ont mis en vente. On va voir, qui va acquérir ça. C'est pas un gros marché Minnesota, on est bien d'accord. On va pas avoir, un apport financier énorme, mais déjà peut-être une nouvelle structure et permettre un peu de voir comment on va faire et ce cas Correa,
il se dit que, au mois de juillet, me semble-t-il, juillet, il se disait intéressé pour poursuivre l'aventure chez les Twins. Là, il y a des rumeurs qui sortent comme quoi les Twins l'inscriraient pas dans le projet. Ça peut être une monnaie d'échange qui peut aussi faire que ça va renforcer peut-être leur farm system, parce que leur farm system actuellement, il est classé 22e. Je vous rappelle, il y a 30 équipes, 22 sur 30, c'est pas terrible. Avec quelques espoirs prometteurs comme Walter Jennings ou Emmanuel Rodriguez, mais derrière, ils ont plus de profondeur en termes de talent. C'est des joueurs qui sont hors du top 100 dans le pipeline. Voilà. Correa, ça peut être une monnaie d'échange qui va faire rapporter un renouveau, peut-être un joueur qui va pouvoir développer tout de suite MLB ready avec un ou deux prospects, voilà, parce que Correa, c'est un gros CV, c'est pas un joueur, certes, il n'est pas sur la pente descendante non plus, il stagne un peu, mais il peut apporter à beaucoup d'équipes, surtout que le marché en shortstop, il est au niveau des... Ouais, pour la free agency, il y a très peu de shortstop. Donc, une fois que les équipes auront signé les free agents en shortstop, c'est à ce moment-là où les Twins, ils doivent être intelligents et pouvoir le mettre on the block, comme on dit, et essayer de le trader. Donc, moi, j'en viens après à mon appréciation. Moi, je dirais que c'est un élève qui a bien commencé, mais qui a manqué de régularité et qui a besoin d'une implication plus soutenue pour maintenir son niveau. On reste là-dessus? Oui, on peut rester là-dessus, ouais, c'est ça, tout à fait. Mais Allez. Correa, pour revenir au cas Correa, il ne faut pas que ça fasse le même fiasco qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire je vais là, non, attendez, visite médicale, ah ben non, finalement, on n'en veut pas, ah bah attendez, je vais là-bas. Voilà, ça a été un épisode, ça a été les feux de l'amour avec lui sur ça. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir prendre le On va risque aux voir, autres équipes de prendre un joueur blessé qui peut être blessé? Voilà, ouais, c'est ça. On c'est le verra. risque. Ouais. Bon, allez, je signe et on passe à l'élève suivant. Mon Le Dieu. gros cas. Et là, je sais pas comment on va faire pour tenir, mais il va falloir y aller. C'est les White Sox. Oh. Je vais faire très simple, comme ça on va gagner du temps. Résumé de la saison, une équipe qui a volé en éclats, catastrophique. Un record quand même. Ça, c'est positif, parce que les records, ça fait toujours du bien. On inscrit son nom dans l'histoire. Et ça, tout le monde ne peut pas s'en enorgueillir. Enfin bref. Enorgueillir. Voilà, très bien, merci. Et 121 défaites, voilà. Un remplacement de manager donc qui était, je ne sais même plus, c'était Griffold. En août, Grady Sizemore, une légende du jeu qui arrive. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Une saison à oublier, c'est du grand n'importe quoi. Il y a eu quand même des points positifs, je pense. Moi, j'en ai vu, donc je pense que tu en as vu aussi. J'en ai vu, oui. C'est pas beaucoup, hein, parce que moi j'adore Chicago et pour moi ça reste l'équipe de Chicago, les White Sox. Désolé Nicolas, hein. Les plus gros salaires sont les leaders de l'équipe. Certes, voilà. Andrew Vaughn, Benintendi, Luis Robert Jr. Ils arrivent tous en tête des principales statistiques, donc voilà, ils sont bien payés, donc forcément ils doivent forcément produire un peu de jeu. Bon, bah, ils l'ont fait, d'accord. Je veux m'attarder par contre sur les prospects ambitieux. 4 joueurs dans le top 60 des prospects, en particulier avec le lanceur gauche Noah Schultz, qui en AA et les Birmingham Barons fait forte impression. On passe à un joueur que j'ai joué avec lui sur The Show, qui est pas mal quand même, le shortstop Colson Montgomery, et qui gravit les ligues petit à petit et toujours dans le positif avec les Charlotte Knights. En top 59, le receveur Edgar Cuero, 21 ans, qui est monté de la AA à la AAA cette saison avec une slash line, donc moyenne de bâton à 29% et demi, une présence sur base à 38% et un slugging à 46%. À noter qu'il est très bon en défense. Voilà, et très bon en défense, ouais, c'est ça, tout à fait. Cocorico avec notre Français quand même, Mathias Lacombe, drafté par les Sox, qui continue son chemin à travers les USA. Le Girondin de 22 ans évolue à Cochise College.
Eh ben, on va espérer le voir évoluer dans les mineurs quand même en 2025 dans ce fameux tumulte des joueurs américains qui sont beaucoup plus chauvins que nous, je le rappelle. Mais Mathias Lacombe, force à toi et continue comme ça. Voilà pour mes Ouais. points positifs. Euh, Ouais, bah moi, les points positifs, c'est en effet, l'un des gros points, c'est avant tout, c'est Gareth Crochet, soyons honnêtes. C'est un peu la lueur d'espoir qu'il y a eu sur cette saison. Euh, Tout le monde a voulu se l'arracher, il est resté. On en reviendra après. Quid de la stratégie des White Sox, parce qu'il y a aussi Luis Roberts, qu'est-ce qu'on en fait? Et Benintendi, qu'est-ce qu'on en fait? Yohan Tous ces Moncada. joueurs-là. Ouais, bah, ça va partir. Voilà, ça, c'est après pour la symbolique, je dirais, c'est cette fin de saison, parce qu'ils pouvaient passer sous les 124 qui était le record même de la fameuse Dead Ball era. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont su se retenir pour que les Angels, eux, établissent le record de défaite de la franchise de Los Angeles avec 99. Bref, c'est un petit point positif. C'était un peu comme le Toilet Bowl aux États-Unis, entre dans les matchs pourris qu'on a au football. Bah là, c'était un peu la Toilet Series, WC Series. Ah, il en Bref, faut, hein, il en faut des purges comme ça. ouais. Enfin voilà. Mais à noter, ouais, tout ça. Moi, je reviendrai après, si tu veux bien, sur Mathias. Oui. Je te propose, c'est de passer au point négatif si tu en as, ou si la liste est trop longue, et De sinon trop on peut long, passer à c'est la trop suite. long, c'est trop long. C'est dommage parce que ils ont des joueurs ambitieux, hein, mais Mmh. ça vole en Bah, éclats. Pourquoi? Je sais pas. Le staff c'est pas bon, le GM il est pas bon. non, moi Pareil, je pense ils ont un pas. problème avec leur stade peut-être aussi derrière. C'est Écoute, beaucoup trop. si tu veux bien, moi je vais passer tout de suite à tout ce qu'il faut, aux Énumère, améliorations, énumérez, cher etc. professeur. Ouais. Je vais y aller parce qu'en effet, comme tu dis, il y a beaucoup de choses, et puis de toute façon, on est pris par le temps. On a une classe encore après. Eh Euh, oui. non, mais clairement, je pense que au niveau du GM, Chris Jets et le manager Sizemore, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que je pense qu'il y a moyen de développer et d'améliorer, de moderniser cette organisation. J'ai lu un article pendant la saison, enfin sur la fin de saison, dans The Athletics, qui parlait du propriétaire Jerry Reinsdorf, aussi propriétaire des Bulls, qui est en fait un GM qui a une emprise pas possible sur l'ensemble de l'organisation, qui a une vision très archaïque du baseball, qui est encore limite à signer des contrats à la poignée de main. On en est presque là à prendre des joueurs. Si vous voulu avoir un bon exemple, c'est regarder le film Moneyball, ou Le Stratège en français. Vous allez voir, au bout d'un moment, il va se disputer avec les anciens recruteurs qui disent: «Ah, mais moi j'ai l'œil, je sens le baseball». Bah, lui, c'est ça, c'est sa vision du baseball, et le baseball, il a évolué, et lui, il a 10, 15, 20 ans de retard sur ce baseball. Il ne veut pas utiliser les statistiques, où il investit plus ou moins bien sur le développement de la recherche de joueurs avec l'utilisation des statistiques. Il a flingué plein de GM. Il a mis en place des vieux, heu Tony La Russa, je sais, j'ai perdu son nom. Bref, qu'il a ins Des vieux joueurs, ouais. Ouais. non, qu'il l'a mis en non, il Ouais. l'a remis en manager pendant un temps. Bref, des mecs qui étaient complètement perdus dans le baseball, qui avaient une vision archaïque du baseball, dans un baseball qui était moderne et qui avançait. Ça a pas été, il y a une vision qui est à court terme, ils ne cherchent pas à voir, en fait, à long terme et à développer. Bref, il y a des limites dans l'investissement. Donc la bonne chose qui peut arriver, c'est une vente, une vente, une vente, et ça, c'est en bonne voie parce que visiblement, il se dit qu'il veut garder les Bulls, qui d'ailleurs prennent le même chemin, hein, qui veut garder les Bulls et vendre donc les White Sox. On parle de Dave Stewart, un ancien joueur à MLB qui souhaiterait
avec un groupe d'investisseurs, racheter le club et devenir actionnaire majoritaire. Et j'ai envie de dire que ce changement de propriétaire, bah, c'est le gros axe d'amélioration. Alors oui, c'est beaucoup, ça fait beaucoup, mais je pense que bah, c'est ce qui pourrait le mieux convenir à cette franchise et à cette organisation des White Sox pour pouvoir se redévelopper en fond. Et après, voir qu'est-ce qu'on fait derrière, comment on reconstruit cet effectif. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de modifications. Ils ne sont pas prêts à mettre beaucoup d'argent sur la free agency. Est-ce qu'on s'appuie sur Crochet, Benintendi, Luis Roberts, ou est-ce qu'on en profite pour trader Luis Roberts et parce que Luis Roberts va être une monnaie d'échange, hein, clairement, plus que Benintendi parce que trop gros contrat, enfin Ouais. vrai, ça va pas aller. Il y a Luis un gros Roberts, contrat quand même. c'est la meilleure monnaie d'échange. On va pouvoir récupérer des prospects parce qu'on a un farm system qui est pas si mal que ça, qui est 13, c'est correct. On peut le renforcer. Il y a beaucoup de choses à faire. Bah, sur le pitching, etc. Et c'est là où j'en viens à Mathias Lacombe, c'est qu'il va avoir des montées, il va avoir des descentes, il va surtout pouvoir avoir peut-être, j'espère, en tout cas je l'espère pour lui et je le souhaite, bah, c'est parce qu'il y a tous les jeunes qui vont monter aussi, donc il y a de la place qui va se faire, il va avoir des gens qui vont être coupés. Il va sans doute avoir une chance, peut-être si tout va bien, surtout si la santé va, bah, peut-être une chance d'accéder à la double A. Et dans ce cas-là, il va falloir la saisir, cette chance. Et n'oublions pas que c'est notre seul Français. Et ce sera bah, le deuxième Français qui sera promu à ce niveau-là, donc en double A, avec Andy Paz qui a joué en double A. Ce sera le deuxième Français. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. Et de profiter de. C'est pas le meilleur, en effet. C'est à l'instant T, c'est pas le meilleur endroit où il faut être, les White Sox. Par contre, c'est peut-être le meilleur endroit pour avoir des opportunités. C'est pas le meilleur endroit pour gagner, mais c'est le meilleur endroit pour avoir des opportunités. Et j'espère que Mathias pourra saisir cette opportunité-là et en profiter. Oui. J'en viens à te demander ta note et on passera à l'appréciation. Sans surprise, le F. Hein. F pour ces White Sox de Chicago. Il faut que le Southside renaisse. Voilà, renaisse de ses cendres. Ouais, bah moi, pour faire un peu, comment dire, de concurrence aux Cubs, quoi. Mince, quoi. Et ils sont où le derby Cubs White Sox, quoi, des belles années, là. Il faudrait qu'on ait encore des matchs comme ça. Moi, je vais être méchant, je dirais, il y a eu des belles années à Chicago. Il faut que Chicago se reprenne, quoi. Voilà. Ouais. Moi, écoute, je leur mettrais F- parce que voilà, c'est catastrophique. Je peux pas mettre cette note-là aux Angels et pas leur mettre à eux. Ah ben bien sûr. Mais on voit que de toute façon, c'est clairement, s'il y a un parallèle à faire, c'est des problèmes structurels. Et j'en viens à l'appréciation. Moi, je pense que le niveau, il est insuffisant. Il est marqué par des lacunes structurelles. En gros, les bases ne sont pas acquises. Et pour revenir sur cette saison, travailler sur les bases, réviser vos bases pour redonner un nouvel élan à votre saison et à votre franchise. Voilà pour mon appréciation. Je signe. Tu peux signer. Allez. Hop, bulletin fait. Maintenant, je vais passer à l'appréciation globale de la classe. Si tu veux bien, rapidement, et puis je te demanderai ton avis. Pour moi, c'était, malgré tout ce qu'on peut dire, et souvent ce qu'on entend, les divisions centrales, que ce soit à la L ou à la NL, sont mauvaises, c'est des mauvaises divisions. Bah, je dirais pas ça. Finalement, le bilan, si on regarde, on va dire oui, mais les équipes ont gagné des matchs grâce aux White Sox qui ont été nuls. Bah, pas tant que ça en fait, parce que les bilans ils sont souvent équilibrés. On a mis à part les Guardians qui sont à un bilan de 60. Derrière, on a des bilans, les Royals sont à 42 victoires, 34 défaites sur les équipes de la division. Détroit, 40-36. Minnesota, 38-38, équilibré, 50%. Et les White Sox, c'est pas si pire, ça reste pas terrible, mais c'est du 21-55. Finalement, mais c'est pas là où tu dis, ils n'ont pas gagné 10 victoires non plus, tu vois. Chaque équipe n'a pas un gros bilan d'avance, tu vois, avec 10 victoires de plus, un delta de 10 victoires. Donc, moi, c'est ça où je pense que c'est pas
pour moi, c'est pas la plus mauvaise et plutôt une bonne année de cette division centrale. Moi, je pense que le leader de cette division, donc il a été sérieux. On a eu une très bonne surprise avec les Tigers. Les Royals qui montrent un potentiel prometteur. Et derrière les Twins qui ont, comme tu l'as dit, qui ont arrêté la saison, mais finalement la saison elle n'est pas si mauvaise que ça. Au final, ils restent dans le positif. Ils se sont effondrés, juste ça. Bien entendu, je ne vais pas revenir sur le cas White Sox, mais c'est une saison à oublier. Et allez, c'est comme une terre, on la brûle et puis ne chante pas Michel Sardou. On brûle et on recommence. Mais voilà, donc pour moi, l'appréciation générale, je mettrais une division avec un élève premier de classe, motivé et sérieux, quelques manques de régularité et d'implication pour certains, besoin d'un effort collectif pour relever le niveau général. Voilà, c'est plutôt gentil, c'est pas trop méchant. Oui, Moi, je trouve que c'était une bonne classe. Elle a su montrer un autre visage cette saison, cette division. Et de beaux efforts ont été fournis, effectivement. Donc, il faut continuer. Parfait. Écoute, on a fini pour cette classe. Refermons ce conseil de classe. On referme ce conseil de classe. Oui, c'est bon. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle classe. Et on va retrouver qui la semaine prochaine? On va rester dans l'American League. Bien sûr. On va retrouver de gros noms. Très gros noms. Très gros noms. Ouais. Ça va être intéressant. On ira à l'Est. Moi, j'ai apprécié ce petit conseil de classe. Je trouve qu'on est pas mal. Et vous, les auditeurs, n'hésitez pas, c'est surtout à nous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, X. Allez sur le Discord communautaire pour nous faire part de vos impressions, de vos commentaires, de vos idées. L'appli TFA, bien entendu, et puis le site TFA, retrouvez nos articles, les articles de la team NFL, NBA, NHL et bien sûr les meilleurs, la MLB. Voilà. Pour moi... Très chauvin, même chez TFA. Faut dire que... Non, mais de toute façon, on s'aide tous, on s'aime tous et on adore ce qu'on fait et on adore vous gâter avec nos infos, nos podcasts et tout. Et ça, c'est super. Ouais. Voilà. Bon, on se dit à la semaine prochaine, Jérém. À la semaine prochaine pour un très très beau conseil de classe sur l'American League Est. J'ai hâte. Moi aussi, ça va être le meilleur, je pense. Ouais, je pense aussi. Allez, salut tout le monde. À bientôt et très bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Ciao.